Bon les amis, aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau mini bestiaire. Cette fois on aura deux histoires et c'est des histoires d'un pays qui fascine pas mal de monde. On a tous un petit peu envie d'y voyager, un petit peu envie d'y déménager de temps en temps parce qu'on se dit hey, c'est un des seuls pays dans le monde qui fait un petit peu rêver comme l'Amérique mais où les gens parlent français parce que on va pas se mentir, les Français en règle générale on est nul en anglais et en autres langues. Voilà, la vérité est là, arrêtez. Je parle bien sûr du Canada. On part donc sur deux histoires de créatures canadienne. La Maroc. La Maroc est une créature qui me fascine, que j'aime beaucoup, autant par son apparence que par ce qu'elle représente en général. Cette créature, c'est tout simplement l'esprit loup, une entité parfois surnaturelle et parfois bien réelle des légendes inuites. Mais on utilise aussi ce terme pour définir un animal gigantesque ou fabuleux. Et c'est donc à ça que ressemble la Maroc, un loup gigantesque et fabuleux de par ses pouvoirs et sa force. Mais contrairement à l'idée qu'on se fait d'un loup normal, c'est-à-dire qu'il chasse en meute, la Maroc, quant à lui, est un solitaire et ne chasse pas toujours ce à quoi on s'attend. On dit déjà qu'il s'attaque aux humains trop courageux et impétueux pour aller chasser la nuit quand les animaux dorment et qu'il est à son avantage, ne laissant aucune chance à la nature d'exercer son cycle. Ces personnes-là, il les dévore. Mais il existe plusieurs autres histoires qui permettent de mieux le connaître et bien évidemment, je vais vous en raconter une ou deux. Notre première histoire concernant la Maroc, c'est celle d'un homme qui a perdu ses parents. Il pleurait et jurait de les venger, car il était persuadé que c'était un acte criminel et pas simplement une chasse qui avait mal tourné. En cherchant qui avait pu faire ça, on lui a dit que on avait potentiellement vu la Maroc qui se baladait non loin du lieu où ses parents ont été retrouvés morts. Alors, il se mit en quête de ce dernier pour avoir sa vengeance, accompagné bien sûr d'un membre de sa famille parce qu'il savait que ce ne serait pas une mince affaire. Après de longues recherches, il a pu trouver sa tanière dans une grotte, mais la créature qu'il voulait y rencontrer n'y était pas. Juste 3 louveteaux. Toujours plein de haine, il assouvit son désir de faire souffrir à son tour la chose qu'il pensait coupable et tua les 3 petits. Mais après cet acte dégueulasse accompli, le membre de la famille qui a accompagné notre homme prit peur et lui dit « Viens, on se taille parce que là voilà, ça y est, on a fait un truc on a fait un truc de lâche. Maintenant bah on va agir comme des lâches. On va partir en courant. Carmen, tu forces un petit peu là sur les câlins. » Et ils se cachèrent donc dans une grotte juste à côté de la tanière. Quand la Maroc revient pour apporter à manger à ses louveteaux, il les trouva donc morts. Et en plus, les deux lâches qui avaient fait ça, comme je vous l'ai dit, ils étaient cachés dans la grotte juste à côté et ils regardaient la scène de leur coin en se palpant les mains comme de petites mouches de merde. Ils virent donc le loup sortir de la tanière et marcher tranquillement vers le lac qui n'était pas très loin. Il approcha son museau de l'eau et sans qu'il y ait aucune vaguelette, il en retira quelque chose qui ressemblait à une silhouette à la forme humaine. Et exactement au même moment, l'homme qui cherchait tant à se venger tomba raide mort devant l'accompagnant de sa famille. Et oui, la Maroc avait pris son âme car rien ne reste caché, et que peu importe à quel point il aurait couru loin, que ce soit dans le pays ou ailleurs, il n'aurait jamais pu fuir la nature. C'est la fin de la première histoire. Et je vous connais, vous en voulez encore un peu. Du coup, j'en ai bien évidemment une deuxième. Et celle-là, elle est un tout petit peu plus douce si je puis dire. En tout cas, elle a un sens qui me plaît beaucoup. Trêve de blabla, je vais vous la raconter. Au début du monde, il n'y avait que l'homme et la femme qui marchaient sur Terre sans aucune autre présence vivante. C'était ennuyeux et peu excitant. Alors un jour, la femme creusa un grand trou duquel elle sortit toutes les espèces animales, même les poissons et les oiseaux. Et le dernier animal à être sorti de ce grand trou était le caribou. Kaila, le dieu du ciel, expliqua alors à la femme que le caribou était un animal qui allait avoir une importance cruciale pour leur espèce, les hommes, et que c'était le meilleur cadeau qu'ils pouvaient recevoir, car ça les ferait vivre et perdurer très longtemps. Alors la femme relâcha le caribou qu'elle venait de sortir du trou et lui dit avec un grand élan d'espoir de s'enfuir et de se multiplier, et de peupler bien évidemment autant les environs que la terre entière s'ils le pouvaient. Rapidement, les caribous étaient si nombreux qu'ils pouvaient même avoir plusieurs troupeaux différents, disséminés un petit peu partout sur le territoire, à tel point que cela permit aux fils de la femme de vivre grâce à eux. Ils chassaient les caribous qui étaient grands, gros et forts et laissaient les petits et les malades de côté. Mais cette manière de faire, au-delà de leur apporter un certain confort à bien des égards, était aussi très mauvaise. En effet, les caribous petits et malades qu'ils laissaient de côté se reproduisaient tant bien que mal. Bien évidemment, c'était
c'était compliqué pour eux, mais le peu qui restait réussissait quand même à se multiplier un petit peu. Si bien qu'au bout d'un moment, il ne resta plus qu'eux. Et bien évidemment, une fois que les fils de la femme les auraient chassés, eh bien il n'y aurait plus du tout de caribous. Les fils allèrent donc se plaindre de ça à leur mère. Eh bien oui, il vaut mieux se plaindre du résultat de ses actions plutôt que de réfléchir avant de les faire. Et encore aujourd'hui, c'est beaucoup la règle, hein. Bref, la femme alla donc trouver Kayla pour lui rapporter les plaintes de ses enfants et pour lui faire part de ses inquiétudes vis-à-vis de la possible disparition des caribous. Kayla alla donc parler avec Amarok, notre bel esprit loup, et lui demanda d'envoyer ses enfants, les loups, afin qu'ils se nourrissent des caribous petits et malades afin de rétablir l'équilibre. Grâce aux loups, les troupeaux redevenaient sains et équilibrés, les fils de la femme retrouvant ainsi leur chasse. Enfin, à la mort des loups, les caribous pouvaient se nourrir d'eux, redevenus terre, puis herbe. Ainsi, caribous, loups et hommes ne firent plus qu'un, le bonhomme Setter. Le nom de cette créature viendrait soit de son nom anglais Bone Setter, traduit par ramancheur, un homme qui replace les os en provoquant de terribles cris, ou bien du bomb setter, la personne qui éteignait les lanternes. Quoi qu'il en soit, la créature aurait voyagé avec les immigrés irlandais jusqu'aux côtes canadiennes, et depuis, elle s'en prendrait aux enfants qui refusent de dormir et n'écoutent pas leurs parents, les emmenant avec elle dans un grand sac noir qui étouffe leurs cris de terreur. Plus précisément, le bonhomme setter serait une créature qui vivrait dans les grottes de montagne, dans laquelle on peut retrouver des petits tas d'os d'enfants. Et le petit détail supplémentaire bonus, c'est que sur ces os, on peut retrouver des marques de dents, prouvant qu'ils ont été rongés. Mais on l'a également vu sortir d'une cabane en plein milieu des bois. Donc notre créature, elle est quand même un petit peu aisée parce qu'elle peut se payer le luxe d'avoir 2 baraques. Mais sinon, comment il trouve ses victimes? Eh bien pour ça, rien de plus simple. Il se promène au bord des routes, arpente les chemins discrets où les jeunes adolescents aiment se retrouver pour se faire peur, et les soirs où il a le plus soif d'enfants, il se dirige directement dans les quartiers résidentiels, zigzagant lentement entre les lumières des lampadaires. Dans certaines histoires qu'on raconte pour décrire comment il enlève les enfants, on lui attribue une longue canne qu'il utiliserait pour les agripper, avant de les enfourner dans son grand sac. Ce dernier serait aussi apparemment rempli avec un petit peu de sable, assez pour en prendre des poignées et carrément les balancer dans les yeux des enfants pour les effrayer, pour leur faire peur et les déstabiliser, pour les choper plus facilement. Le jour de la Toussaint, le 31 octobre, quand la frontière entre le monde des vivants et le monde des morts est la plus fine, le bonhomme setter se joint à des groupes d'esprits du purgatoire afin d'entrer dans les maisons pour y observer des familles et leur faire ressentir une pression pesante et malsaine, à même de leur faire regretter de ne pas avoir respecté le caractère solennel de ce jour-là. Un kink un petit peu particulier, mais tout le monde en a, alors on va pas critiquer. Et comme d'habitude, je sais que vous en voulez plus, donc bien évidemment, je vous ai préparé une histoire. Et c'est l'histoire de Manen. Il était encore jeune enfant et avec des amis, ils avaient décidé de se retrouver à un étang gelé qu'ils avaient transformé en patinoire pour jouer au hockey tous ensemble. Au début, ils étaient 10, 2 équipes de 5, puis 5 et enfin, au moment de rentrer, il n'était plus que 2, lui et son ami Mathieu. Manen nous explique qu'à l'époque, il était tout à fait normal de voir des enfants rentrer tout seuls après l'école, et qu'ils avaient même en règle générale énormément plus de liberté, pas comme aujourd'hui où les dangers ont l'air d'être de plus en plus présents, et où du coup certains parents achètent des smartphones à leurs enfants pour pouvoir avoir leur signal GPS et pouvoir les traquer en temps direct. Et c'est vrai qu'en y réfléchissant bien, en grandissant avec mes grands-parents, je me rends compte que j'ai eu extrêmement beaucoup de liberté. J'ai des souvenirs où je me baladais seul avec des copains sans aucune surveillance, parfois même quand il faisait nuit les soirs d'hiver, et où on s'éloignait de plusieurs kilomètres de chez nous alors qu'on habitait en ville. On s'exerçait au skate, on faisait des petites conneries, voilà, des trucs d'enfants. On avait plein de liberté tant qu'on rentrait à l'heure. Bref, la nuit était tombée à 16h déjà et les 2 amis devaient se séparer car ils n'étaient pas vraiment voisins. C'était ce genre de ville ni grosse ni petite, avec 2 grandes rues principales et des maisons éparpillées un peu partout. Après que Manen ait dit au revoir à Mathieu, il tourna la tête une dernière fois pour regarder son ami et il le vit un petit peu traîner des pieds. Il n'était pas pressé de rentrer et c'était normal. Le pauvre Mathieu vivait avec un père violent. Tout le monde le savait en ville, mais personne ne faisait rien. Et en continuant son chemin, Manen entendit un cri strident au loin et son instinct lui dit de courir de toutes ses forces. Pendant 1 kilomètre, il n'arrêta pas de courir du tout, mais il dut s'arrêter de force parce que ses poumons le brûlaient à cause du froid. Et il avait l'impression qu'ils allaient geler sur place et le faire tomber raide mort. Il prit un temps pour se calmer un peu et se dit « Ah, c'est marrant, j'entends encore mes pattes quand je courais. » Et puis il réfléchit 2 secondes à ce qu'il venait de
penser et se dit mais attends, j'ai arrêté de courir et c'est pas un écho de mes pas, mais les pas de quelqu'un qui se rapproche. Son cou se raidissait de plus en plus au fur et à mesure des pas lourds et lents qui s'approchaient de lui. Alors sans se retourner, il se mit à courir. Il n'en pouvait plus, mais il commençait enfin à apercevoir la lumière sous le porche de sa maison. Il se dit qu'il était peut-être à 10-15 minutes de là et continua de courir autant qu'il le pouvait. Même une fois arrivé chez lui, il continua de courir pour foncer dans sa chambre et se mettre sous sa couette dans l'endroit où il se sentait en sécurité. Un instant après, il se leva en s'enroulant dans sa couette pour aller regarder à la fenêtre, autant par curiosité que pour savoir s'il avait été suivi. Et c'est là qu'il le vit, la créature qui correspondait à toutes les histoires qu'on lui avait racontées. Un vieil homme, grand, avec un long nez et un chapeau noir qui tenait un énorme sac en toile de jute par-dessus son épaule. La créature lui fit signe de regarder son poignet et quand Manen le fit, il vit qu'il était 7 heures. Choqué, il retourna se coucher dans son lit, en sécurité, et ne bougea pas jusqu'au lendemain. Et ce nouveau jour ne se leva pas pour tout le monde. En allant à l'école, Manen apprit que son ami Mathieu avait disparu. La police arrêta son père pour les violences que tout le monde lui connaissait, mais ils ne retrouvèrent jamais le garçon. Manen, lui, savait ce qu'il s'était passé, mais peu importe à qui il le racontait, personne ne le croyait. Il se dit donc que les gens se racontent des histoires pour se faire peur, mais que quand elles deviennent réelles, ils ne veulent absolument pas connaître la vérité. Et voilà, c'est tout pour cet épisode, j'espère qu'il vous a plu, moi j'ai pris beaucoup de plaisir à l'écrire. Du coup, comme d'habitude, n'oubliez pas de partager, vous abonner, laisser un commentaire, faites vivre la chaîne, et puis écoutez, moi je vous dis à la prochaine fois.